Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire CF Atlas saison 2. Et donc aujourd'hui, on a une thématique nouvelle sur handicap, alternance et intelligence artificielle. Quelle perspective! On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir un expert en la matière avec nous, Philippe Trottin, qui se présentera d'ici quelques minutes quand il prendra la parole. Et déjà quelques modalités techniques pour vous accueillir. On est ensemble pour 1 heure, donc jusqu'à 15h30. Et donc on est ravis de vous présenter cette nouvelle thématique. Ce webinaire est accessible via interprète français langue des signes française ainsi qu'un dispositif de vélotypie qui nous accompagnera pendant tout le webinaire. Et vous pourrez bénéficier également de ces éléments avec le replay, bien évidemment. On va aussi vous solliciter pendant le webinaire en vous posant quelques questions pour savoir où vous en êtes sur cette thématique qui est l'intelligence artificielle et son application dans votre quotidien. Donc, restez connectés, on compte sur vous et sur votre participation. Alors, une fois n'est pas coutume, on n'est pas sur un webinaire où on va avoir un CFA qui va témoigner, puisqu'on est vraiment sur une thématique introductive à l'intelligence artificielle et à son application dans votre quotidien de travail, et en tout cas avec les outils qui sont déjà dans votre quotidien de travail. L'idée, c'est vraiment de faire des liens tous ensemble pour vous simplifier la vie et voir comment cela peut servir l'inclusion, évidemment. Cette saison 2, elle a été initiée le 5 juillet avec un webinaire de lancement. Là, vous en avez le premier webinaire thématique. Cette saison 2, elle va être multiformat. Donc, des webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui, des émissions dans lesquelles nous ferons témoigner les CFA sur différents sujets, dont justement celui d'aujourd'hui, on y reviendra à la fin de ce webinaire. Et également des capsules techniques que nous sommes en train de créer et de confectionner pour vous afin d'être en réponse sur des questions vraiment purement techniques et vous appuyer justement grâce à ces différents formats de différentes façons. Afin de dérouler notre présentation aujourd'hui, on va voir plusieurs points ensemble. Hop, je vais vous présenter le sommaire. Donc, on aura quelques éléments d'introduction avec ma collègue Chantal Buffet qui prendra la parole d'ici quelques minutes. Une introduction à l'accessibilité numérique, donc c'est là que notre expert du jour prendra la main. Ensuite, nous verrons comment l'intelligence artificielle peut être mise au service de l'inclusion. Ensuite, on se centrera sur un outil qui est Microsoft Copilot et donc son lien avec l'accessibilité numérique. Et on verra comment, grâce à quelques scénarios inclusifs, on peut faire en sorte de vous donner des pistes et des clés très concrètes pour votre quotidien en tant que CFA. En tant que CFA, vous êtes vraiment les passerelles entre le monde de la formation et l'apprentissage des nouvelles générations vers justement ce monde professionnel qu'est l'entreprise. Et on va voir comment tous ces outils peuvent vous aider à créer des ponts et à gagner du temps. Eh bien, il est temps de passer à l'introduction. Chantal, si tu veux bien prendre la parole et nous en dire un peu plus pour réaliser cette saison. Oui, merci Caroline. Vous m'entendez bien, pas de souci? Formidable. Merci Caroline. Merci Philippe d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté ce premier défi de la saison 2. Premier défi qui nous amène aujourd'hui, comme l'a dit Caroline, à un cadre très, très particulier, puisque c'est un webinaire qui va s'organiser en 1 heure, donc je ne parlerai pas beaucoup. Et c'est un webinaire en fait qui fait intervenir donc un professionnel d'un sujet particulier sans intervention de l'expérience pratico-pratique en fait de nos référents handicap comme nous l'avions fait sur les webinaires de la saison 1. La saison 1 qui dit saison 1 dit un certain nombre de webinaires qui sont toujours disponibles sur le site. Je vous remettrai l'adresse du site effectivement où vous pouvez encore les voir si vous le souhaitez. Et cette saison 2 sera multiformat, elle sera impactante pour tous les CFA parce que les CFA pourront être ou pourraient être à la fois en fait juste regarder ces webinaires en direct ou en replay, mais vous pourrez être, comme l'a dit Caroline, effectivement, acteur au travers des différents formats
qui seront utilisées, émissions, petites émissions, etc. Donc, de beaux challenges pour la communauté, en fait, 2025-2026. D'ailleurs, je rappelle effectivement que vous avez jusqu'au 15 décembre pour les CFA qui le souhaiteraient, qui souhaiteraient être membres de cette communauté. Eh bien, je vous invite à déposer votre candidature également sur le site. Je mettrai aussi dans le canal de conversation. La communauté de CFA qui vit depuis 2022, eh bien, c'est au travers de la réunion des référents de la communauté que nous avons créé ces différentes saisons. Et ces saisons évoluent en fonction des besoins des CFA. Ce sont des saisons qui sont créées donc avec vos interventions. On a ce fil conducteur en fait d'action et d'intervention pratico-pratique. Et je suis persuadée que nous aurons une continuité à cette intervention en fait, à cette intervention d'aujourd'hui de Philippe. Donc, je vous souhaite un très, très bon webinaire. Nous répondrons à vos questions si nous le pouvons dans le cadre de ce webinaire où vous aurez une FAQ qui sera positionnée sur le site également à l'issue dans les semaines, dans les jours qui suivront, les semaines qui suivront, puisqu'avec les congés de fin d'année qui suivront en fait ce webinaire. Je vous souhaite un très bon webinaire et à bientôt. Merci. Merci Chantal. Merci Chantal. En effet, n'hésitez pas, Chantal l'a évoqué, à poser toutes vos questions dans le chat. On est là pour y répondre et on fera le maximum, en tout cas pour le faire. Et du coup, quand Philippe prendra la main, on veillera avec Chantal à recueillir toutes vos questions et à les partager. Avant ça, je vous propose 2 questions. On va, avant de lancer le sondage, je l'énonce à l'oral, puisque généralement, ne soyez pas surpris, le sondage apparaît. On ne voit plus le sous-titrage ni les interprètes, donc j'énonce la question d'abord, qui est la suivante. Pensez-vous utiliser l'intelligence artificielle dans votre quotidien? Et donc plusieurs réponses possibles, oui, beaucoup, oui, un peu ou non. Donc c'est à vous, n'hésitez pas à participer, c'est pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre pratique au quotidien. Allez-y, votez, on compte sur vous. Alors, c'est parti, on a des réponses qui arrivent. Allez-y, exprimez-vous, c'est le moment. Très bien. On a déjà un petit éclairage. Très bien. Allez-y, allez-y. Et donc, on va arrêter à 80. On va voir si ça continue d'augmenter ou pas. Un petit peu, ouais, un peu. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir arrêter le sondage. Merci Gaëlle. Donc, on est à 58% de oui, un peu, et quand même 20% quasiment de non. Donc, on verra ce que Philippe a à nous partager là-dessus. Et d'ailleurs, une question qui peut être corrélée, est-ce que vous vous êtes formé à l'intelligence artificielle et donc à son usage? Donc ça, c'est le deuxième sondage. Oui, à un niveau confirmé, oui, quelques notions de base ou non. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà participé à des sessions? Alors ça peut être même de la sensibilisation, mais voilà, on a envie un petit peu de savoir où vous en êtes sur la question et de voir un petit peu votre sensibilité sur cette thématique. Donc pour l'instant, voilà, les premiers votes arrivent, parfait, merci beaucoup. Allez-y, allez-y, ça nous permet de voir un petit peu justement ce qu'on va pouvoir vous partager comme info. Très bien. Et donc, on arrive vers les 80% de votants. Ok, alors on est à une majorité de non, hein, quand même, oui, sur des notions de base, donc plutôt de la sensibilisation, on en comprend ça. Et donc pour les personnes même qui ont répondu oui à un niveau confirmé, justement, s'il y a des questions que vous souhaitez partager suite aux éléments qu'on va vous présenter, surtout n'hésitez pas, c'est aussi le moment. Très bien, bah merci beaucoup d'avoir pour ces premiers éléments. On reviendra vers vous avec une dernière question en fin de webinaire plutôt pour envisager la suite. Mais sans plus tarder, on va passer donc à la partie technique justement avec l'introduction à l'accessibilité numérique. Philippe, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Ton intervention est très attendue vu le nombre de participants qu'on a et on est ravis de t'accueillir aujourd'hui et je te laisse te présenter et peut-être récupérer aussi la main sur l'écran afin de pouvoir partager tes éléments.
Exactement. Bah, merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Chantal pour l'introduction. Je vais vous partager effectivement mon écran. Le temps de passer. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas encore? Oui, 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 C'est on le bon? voit. Oui, Ok. c'est tout bon. Alors, ben, je vais déjà effectivement me présenter. Donc moi, je suis Philippe Trottin. Je suis le directeur de la mission handicap de Microsoft France et en charge de l'accessibilité numérique. Donc j'ai en définitive les deux casquettes. À la fois, j'accueille des alternants d'ailleurs dans l'entreprise, hein. On a à peu près 80 alternants chez Microsoft tous les ans. Et je m'occupe effectivement de faire évoluer les entreprises, les organisations de façon plus large, puisque je m'occupe aussi du service public et puis des sujets d'éducation et de santé, autour de l'utilisation de toutes les fonctionnalités d'accessibilité numérique. Alors on va commencer effectivement par faire une petite introduction juste pour repositionner les choses sur l'accessibilité numérique avant de rentrer dans le vif du sujet autour de l'intelligence artificielle. Alors, un point important, hein, le nombre de personnes en situation de handicap augmente au global, hein, dans le monde. On a une population qui vieillit. On a également un certain nombre de situations de handicap qui sont mieux connues, mieux maîtrisées. Donc les gens sont plus amenés en fait à se déclarer, à se faire accompagner. Malgré tout, il reste une grosse fracture au niveau du chômage, hein, puisque si on regarde le taux d'emploi en France de la population au global, on est autour de 7,4-7,5%. Quand on regarde la situation du handicap, le taux de chômage est plutôt autour de 15 points. Donc ça veut dire qu'il faut travailler énormément. Et puis on a des difficultés au niveau de l'éducation. Un certain nombre d'élèves, d'étudiants ne peuvent pas finalement soit finaliser leurs études, soit ne serait-ce qu'accéder à certaines études de par leur handicap. Et donc, il faut s'intéresser, bien entendu, particulièrement à ça. Et il y a un rôle très très important à jouer au niveau des CFA, bah, justement pour faciliter l'intégration bah, dans le monde de l'entreprise des jeunes qui arrivent. Donc l'accessibilité, c'est vraiment le vecteur de l'inclusion numérique. On parle beaucoup d'ailleurs dans les organisations de diversité-inclusion, hein. Donc la diversité, on est tous et toutes différents. Et l'inclusion, c'est la création de cet environnement où tout le monde va être respecté, tout le monde va pouvoir être écouté, tout le monde va pouvoir participer pleinement à toutes les activités de l'entreprise, par exemple. Et quand on va parler plus précisément de l'inclusion et du handicap, on a trois finalement thématiques importantes. Forcément, la partie locaux, l'accessibilité de l'environnement physique, hein. La loi de 2005 en France a obligé la plupart des organisations à retravailler leurs locaux pour être certains qu'ils soient bien accessibles. Un sujet autour de l'accompagnement humain, simplement à travers les missions handicap, à travers aussi bah, dans les entreprises, la médecine du travail, éventuellement des ergonomes qui s'occupent aussi de tous les accompagnements, les ressources humaines bien entendu. Et puis au milieu de tout ça, on a cette partie environnement numérique qui est fondamentale en termes d'accessibilité de l'environnement. Alors le handicap, hein, c'est le premier facteur d'exclusion. Les chiffres en fonction des pays varient de 15 à 18% de la population active, ce qui est quand même important, hein, presque une personne sur six est concernée. Et puis en complément de ça, une personne sur deux au cours de sa vie peut à un moment donné être confrontée à une situation dans laquelle il va devoir adapter son environnement de par un handicap temporaire. Alors je peux me casser un bras, je peux avoir une maladie particulière qui pendant une certaine partie de ma vie va m'emmener vers des solutions adaptées pour me permettre de continuer à travailler. Et puis on va tous, je l'espère, vers la vieillesse. Et évidemment, plus on vieillit, plus on a bah, des difficultés de santé, hein, la vue qui baisse, l'ouïe qui baisse, d'autres formes de maladies. Et donc forcément, il faut s'intéresser à cette thématique importante. 80% de handicap invisible, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on rencontre des gens, quand on a des élèves, des apprenants, on ne sait pas forcément s'ils sont ou non en situation de handicap. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le handicap, c'est juste pour montrer qu'il y a une grande diversité de handicaps et puis et évidemment, il y a du pluri-handicap, ce qui fait que quand on veut mettre à disposition des solutions adaptées, ben, il va falloir s'intéresser à toutes ces formes de handicap
aussi bien sensoriel, moteur, mental, psychique, cognitif, et puis toutes les maladies invalidantes. Donc ça fait énormément de difficultés et il va falloir s'intéresser à chacune pour être certain finalement qu'on fournit les bons outils. Donc quand on a un alternant qui va arriver dans n'importe quelle organisation, s'il a un besoin particulier, dans les besoins d'aménagement de poste, il va falloir s'intéresser évidemment aux difficultés qu'il rencontre et regarder en quoi les solutions d'intelligence artificielle peuvent l'aider dans son quotidien. Alors on va parler du coup d'intelligence artificielle au service de l'inclusion. Et je voulais commencer par présenter rapidement une définition de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est quoi? Ce sont des machines qui présentent des capacités qui sont généralement associées à l'intelligence humaine. Ça, c'est la définition quand on va regarder dans Wikipédia. Bon, c'est une source d'information qui peut être, on va dire, commentée, mais en tout cas, c'est la définition qu'on trouve. Et il y a trois, finalement, capacités qui sont associées à cette intelligence humaine. La première, c'est la capacité d'apprentissage, la capacité à apprendre. On apprend tous en tant qu'humain au cours de sa vie, hein, depuis qu'on est enfant et jusqu'à ce que l'on meure. Et ça va être la même chose pour l'intelligence artificielle. On va lui fournir des informations, des données pour qu'elle puisse apprendre. La deuxième chose, c'est la capacité à percevoir. Percevoir, c'est pas forcément simplement voir quelque chose, c'est être capable finalement d'entendre, de sentir, de voir bien entendu. Et donc la machine va aussi avoir cette capacité à analyser du texte, à analyser de la voix, des images, des vidéos, etc., etc. Donc c'est cette deuxième capacité. La troisième, c'est celle qui est entre guillemets la plus humaine entre guillemets des capacités, c'est-à-dire la capacité à tirer des conclusions, à générer des nouveaux contenus. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous différencier de temps en temps d'un certain nombre d'animaux, entre guillemets, parce que les animaux vont aussi avoir ces capacités-là, mais l'humain est particulièrement bien adapté, on va dire, à la partie cognition. On n'arrête pas finalement d'analyser notre environnement, d'en tirer des conclusions, de créer, de développer de nouvelles choses. Et donc la machine, c'est ce qu'on va aussi lui demander. On va lui demander, sur la base de son apprentissage, sur sa capacité à percevoir des choses, de créer des nouvelles choses ou d'accompagner à de la prise de décision ou d'accompagner un apprenant à maîtriser par exemple un contenu. Alors c'est pas tout nouveau, hein, l'intelligence artificielle, ça date quand même des années 1950, hein, sur lequel un certain nombre de chercheurs ont commencé à travailler en se disant mais si on voulait que les machines soient capables d'apprendre, comment est-ce qu'on ferait? Et donc ils ont commencé à travailler sur un certain nombre d'algorithmes mathématiques qui à l'époque ne pouvaient pas du tout devenir une réalité. C'est-à-dire il n'y avait pas les machines, hein, les microprocesseurs n'existaient pas à l'époque, donc on n'était pas capable de fabriquer des machines pour pouvoir implémenter ces algorithmes, mais les algorithmes sur papier existaient. Ce n'est que dans les années 90 où le machine learning est arrivé, donc qui est la capacité aux machines d'apprendre. Alors pourquoi on a voulu travailler sur le machine learning? Simplement parce que, en définitive, on n'est pas forcément capable, avec du développement dit traditionnel, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Par exemple, reconnaître un objet sur une image, en développement traditionnel est extrêmement compliqué, alors qu'avec des mécanismes d'apprentissage, on est capable de montrer à la machine, je sais pas, une centaine de photos, en lui disant, ben, sur celle-ci, il y a un chat et sur les autres, il n'y en a pas. Si je lui montre une 101e photo, il va être capable de me donner une probabilité qu'un chat soit ou non, présent sur la photo. Donc c'est ça qu'on recherche, c'est finalement avoir une probabilité qui soit suffisamment importante pour nous faire dire si l'objet est présent ou pas, enfin l'animal en l'occurrence est présent ou pas sur la photo. Le deep learning n'en est qu'une évolution, hein, on travaille sur des réseaux de neurones qui s'apparentent à peu près au fonctionnement d'un cerveau humain, et depuis l'année dernière, avec l'avènement, on va dire, de ChatGPT, de toutes ces solutions-là, on parle d'IA générative. Donc c'est vraiment des technologies qui sont extrêmement récentes. Et quand on va parler du coup d'intelligence artificielle, on va à la fois finalement regarder tous les services qui existent depuis les années 2016 à peu près sur la capacité par exemple à une machine d'identifier un objet.
Ensuite, reconnaissance de la parole, lecture, traduction, synthèse vocale, tout ça c'est de l'intelligence artificielle et c'est que depuis les années 2020-2023 où on commence à vraiment interagir avec la machine en langage naturel. Alors c'est possible aujourd'hui puisqu'on a les capacités matérielles à stocker des quantités énormes de données, à implémenter les différents algorithmes mathématiques pour faire ces analyses, être capable d'apprendre, être capable de tirer des conclusions et de fournir des informations dans l'environnement dans lequel on est. Voilà, donc ça c'est une introduction à l'intelligence artificielle. Si on essaye maintenant de comprendre pourquoi c'est important dans un contexte d'apprentissage, un contexte d'accompagnement au handicap, le simple fait de pouvoir reconnaître des images, de pouvoir reconnaître de la parole, d'interagir en langage naturel, apporte énormément de possibilités. Je vais vous en faire quelques démonstrations. On peut par exemple capturer une image et la restituer sous forme de son. Donc ça va permettre à une personne malvoyante ou non-voyante de pouvoir finalement avoir une description de l'environnement dans lequel il est, alors que ses yeux ne lui permettent pas d'obtenir cette information. Ou alors capturer un son et le restituer sous forme de texte. Donc là par exemple, je suis dans PowerPoint, je vais pouvoir activer les sous-titres, définir la langue parlée, définir la langue de sous-titrage. Je vais me mettre en plein écran, donc là vous avez de la vélotypie au-dessus, donc qui est fait par une intervention humaine, mais malheureusement dans un certain nombre de contextes, on ne peut pas bénéficier finalement d'une personne pour faire l'opération, parce que voilà, il faudrait du coup payer des prestataires pour chaque réunion auquel on participe. Donc si vous avez un alternant qui intervient et qui a des difficultés auditives, on ne peut pas forcément bénéficier d'une personne pour faire de la vélotypie, et donc on va s'appuyer sur des services d'intelligence artificielle pour faire ce travail. Donc ça marche de mieux en mieux, c'est de plus en plus qualitatif d'un point de vue résultat. Alors après, il y a des limitations qui sont aujourd'hui liées à des acronymes, liées à un vocabulaire qui ne serait pas maîtrisé par l'intelligence artificielle, mais en tout cas, on va dans cette direction-là. On peut également, si on a des alternants par exemple qui sont d'origine étrangère et qui maîtrisent peut-être mal la langue française, on peut aussi utiliser les services d'intelligence artificielle pour faire de la traduction. Exemple, je suis toujours sur PowerPoint, imaginons que je fasse une présentation cette fois-ci en anglais, donc je vais parler en anglais et je vais laisser les sous-titres en français. So now, for example, I'm speaking in English and you have the subtitle in French, so you are able to follow what I am saying, just reading the subtitle. Voilà. Donc ça, c'est des solutions qui sont relativement intéressantes et importantes pour adresser ces difficultés qu'un certain nombre d'apprenants peuvent rencontrer dans le cadre de leur intégration au sein d'une entreprise. Alors on peut le faire évidemment dans l'autre sens, j'aurais pu parler français avec un sous-titrage dans la langue de l'alternant par exemple. Donc il y a énormément finalement de solutions d'accessibilité qui utilisent aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je vais vous faire 2-3 petites démonstrations. On va prendre Windows, je vais faire par exemple Windows U sur mon environnement, ça me permet d'accéder à tout un tas de réglages en matière d'accessibilité. Je ne vais pas m'intéresser à tout ce qui concerne la vision, l'audition, l'interaction, mais je vais montrer quelques exemples. Je vais par exemple regarder l'interaction à la voix, donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser. Je vais ouvrir un bloc-notes à titre d'exemple, c'est juste pour avoir un champ dans lequel je vais pouvoir faire de la saisie, donc là si je tape avec mon clavier, je peux faire de la saisie. Mais là j'aimerais bien utiliser ma voix, donc je vais utiliser Windows H, et à partir de là, je vais pouvoir faire de la dictée vocale directement dans ma fenêtre. Donc cette fenêtre aujourd'hui, c'est le bloc-notes, mais ça pourrait être un champ de saisie sur Internet, ça pourrait être une zone de saisie dans Teams par exemple, si on fait de la collaboration dans un outil de chat, on va pouvoir utiliser sa voix pour le faire. Voilà. Donc vous voyez, c'est facile à utiliser. Ça peut permettre à une personne, un alternant par exemple, qui a des difficultés à manipuler son clavier ou qui a des vraies lenteurs à utiliser son environnement numérique, ou simplement quelqu'un qui s'est cassé le bras, qui a un bras dans le plâtre,
pour pouvoir continuer à taper des rapports, pour pouvoir continuer à taper de l'information, ça peut être compliqué. Là, il va pouvoir utiliser sa voix. Je peux par exemple aussi ouvrir mon navigateur. Ici, je veux faire une recherche par exemple sur, je sais pas, Microsoft France. Microsoft France. Et là, j'ai fait une recherche à la voix sur Microsoft France. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être assez pratique. Et puis, je vais aussi montrer une autre fonctionnalité qui utilise de l'intelligence artificielle, qui sont ce qu'on appelle les sous-titres en direct. Donc, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on va avoir avec de la Vélotipie. Vous voyez, donc là, on a la fenêtre de Vélotipie. Mais l'ambition, là, c'est plutôt de se dire, je suis sur mon ordinateur, je vais aller regarder mon dossier, par exemple, vidéo. Dans ce dossier, j'ai par exemple un fichier audio, qui est ici. Je vais jouer ce fichier audio. Donc imaginons que j'ai des difficultés auditives. Voici un exemple de fichier sonore que je peux utiliser pour vous montrer les fonctionnalités de sous-titrage. Voilà, donc je l'ai fait sur un fichier audio, j'aurais pu le faire sur une vidéo. J'aurais pu aussi rajouter par exemple mon micro sous cet environnement, et donc à partir du moment où j'ai rajouté mon micro, je peux bénéficier d'un sous-titrage, et si j'ouvre par exemple ma fenêtre, rien ne va se mettre devant cette fenêtre, le sous-titrage va être automatiquement isolé dans une fenêtre qui ne sera pas couverte par une autre application. Donc ça aussi, c'est des possibilités intéressantes pour ces moments où on ne peut pas bénéficier de Vélotipie, et donc on a besoin d'avoir une solution automatique pour faire ce travail. Alors on va fermer ces paramètres au niveau de Windows, et puis je voulais montrer quelques exemples aussi d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les outils Office. Je vais aller par exemple dans mon menu accueil. Donc là, je vais encore faire de la dictée vocale. Donc imaginons un apprenant qui doit faire un rapport ou qui doit rédiger un document et qui a des difficultés à utiliser son clavier. Il va pouvoir utiliser sa voix pour pallier à ces difficultés. Ce qui est important quand on fait de la dictée vocale, et si vous avez envie de l'utiliser ou si vous avez envie de le montrer à un de vos alternants, n'oubliez pas que quand vous lancez la dictée vocale, il faut surtout éviter de regarder son écran, puisque le simple fait de voir une erreur, par exemple, s'afficher, va faire que vous allez changer votre façon de regarder, en fait, de dicter, donc vous allez générer davantage d'erreurs en termes de résultats. Donc vous lancez la dictée, vous oubliez qu'elle est là, vous faites le travail, et à partir de là, vous interrompez la dictée, vous faites des corrections. Alors je vais vous montrer un exemple de correction possible, puisque là j'ai fait de la dictée, et dans mon environnement je bénéficie d'une licence particulière qui est une licence d'intelligence artificielle générative, qui va me permettre de sélectionner mon texte, et puis de demander à de l'intelligence artificielle de me réécrire ce texte, mais de façon un peu plus propre, un peu plus adaptée. Donc là, il m'a proposé 3 solutions. Et donc, je vais choisir celle qui correspond le mieux à ce que je préfère. Donc, par exemple, cette solution-là. Et donc là, typiquement, j'ai une réécriture de ce que j'avais dicté initialement. Je peux aussi utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire de la traduction. Donc, je vais choisir un texte et je vais aller directement traduire l'information. Alors je vais choisir l'anglais qui était déjà pré-paramétré, mais j'ai un peu plus d'une centaine de langues disponibles dans la liste déroulante ici. J'ai juste à cliquer sur insérer et automatiquement il m'a traduit du français à l'anglais l'information. Donc ça c'est extrêmement pratique puisque dans un certain nombre d'environnements on va parler des langues étrangères, on va devoir écrire dans des langues étrangères, et l'apprenant peut très bien avoir quelques difficultés à créer un document dans une langue étrangère, ou ne serait-ce qu'à prendre une information écrite dans une langue étrangère et à vouloir la traduire en français pour être certain de bien avoir compris ce qui était écrit dans le document. Alors là, je suis sur cet environnement et je vais encore montrer un nouveau service d'intelligence artificielle qui est la lecture à voix haute. La lecture à voix haute, en fait, la voix a été retravaillée avec de l'intelligence artificielle. Un apprenant qui doit rédiger un rapport ou un document, mais qui éprouve des difficultés à utiliser son clavier, peut recourir à la dictée vocale pour surmonter ces obstacles. Voilà. Je vais le faire aussi en anglais.
A learner who needs to write a report or document but has difficulty using their keyboard can use voice dictation to overcome these obstacles. Voilà. Et donc vous voyez, hein, le résultat est plutôt de très bonne qualité et va permettre justement d'adresser grâce à de l'intelligence artificielle un certain nombre de challenges, un certain nombre de choses que la personne pourrait avoir du mal à faire de par son handicap. Alors on va revenir rapidement sur la présentation pour progresser un petit peu dans la présentation. Et on va parler un petit peu maintenant de Microsoft Copilot et de l'accessibilité numérique. Alors, quand on parle de Copilot, on parle en fait d'intelligence artificielle générative. Et donc, si on regarde par rapport à la définition qu'on a donnée tout à l'heure, l'intelligence artificielle générative permet principalement de générer des contenus et d'accompagner pour tirer des conclusions, faire des recherches, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut générer des textes, générer des images. Alors je ne l'ai pas rajouté, mais on peut aussi générer des vidéos. Et puis on peut même transformer considérablement certains métiers parce qu'on est capable, par exemple, de générer du code informatique. Et donc, à un moment donné, un développeur ou un alternant qui se dirigerait vers voilà, une fonction de développeur pourrait très bien utiliser l'intelligence artificielle pour l'accompagner dans ses activités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la génération de code? On peut simplement dire, par exemple, j'ai besoin d'écrire un code informatique qui va avoir pour vocation de faire la somme, par exemple, de chiffres que je lui donne en argument. Je vais dire à l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux me développer une fonction? Je vais te passer en argument un tableau et en résultat, tu vas me faire la somme de tous les éléments du tableau. Et là, l'intelligence artificielle va me générer le code correspondant. Je peux aussi demander à l'intelligence artificielle de me décrire ce que fait un code informatique pour comprendre ce qu'un autre développeur a pu faire. Voilà. Ou lui demander de m'accompagner pour corriger un code qui ne fonctionne pas. Donc on peut faire des choses vraiment extrêmement passionnantes. Alors on va en voir beaucoup d'exemples dans le cadre de cette présentation. Mais l'IA générative, donc vous connaissez probablement ChatGPT, nous on va parler aussi de Copilot, il y a bien entendu beaucoup d'autres solutions, IBM par exemple, je crois qu'il travaille sur Watson, enfin il y a beaucoup de solutions qui peuvent exister. Toutes ces solutions s'appuient sur des modèles, ce qu'on appelle du LLM, Large Language Model, qui sont simplement des algorithmes mathématiques qui ont été pré-entraînés. Donc quand vous utilisez l'intelligence artificielle, générative, vous n'allez pas modifier cet apprentissage. La seule chose que vous allez faire, c'est fournir de l'information à l'intelligence artificielle et rentrer en mode conversation avec cette intelligence artificielle qui va apprendre le contexte que vous êtes en train de lui donner. Exemple, je suis alternant et j'ai besoin dans telle entreprise de faire telle et telle chose. Ça, globalement, vous avez initié une conversation et puis après, vous allez pouvoir corriger, compléter, demander des informations complémentaires pour obtenir la réponse attendue. Alors, je vais en faire quelques démonstrations et je vais commencer par vous montrer quelque chose qui est la version de Copilot gratuite. Donc là, vous n'avez pas besoin de licence particulière. Vous avez juste à aller sur le site copilot.microsoft.com, juste à être authentifié avec un compte gratuit. Là, par exemple, je suis avec mon compte Hotmail, qui est mon compte personnel. Donc, je suis pas sur un compte professionnel. Et vous avez en fait en bas de l'écran, donc je vais monter, excusez-moi, le bandeau de Vélotipi. Vous avez ici un endroit dans lequel vous allez pouvoir poser des questions. Donc, je vais commencer par démarrer une conversation. Et puis à partir de là, je vais pouvoir initier quelque chose. Je vais pouvoir lui dire: je suis enseignant et j'aimerais bien travailler avec mes élèves qui sont des élèves de 16 ans sur la notion de handicap et d'adaptation. Pour cela, est-ce que tu peux me proposer un plan pour engager une introduction sur le handicap et l'accessibilité numérique? Est-ce qu'ensuite tu peux me proposer un petit questionnaire en 3 questions avec 4 choix pour chaque question et pour chacune, tu m'indiqueras quelle est la réponse attendue.
Et enfin, j'aimerais que tu me prépares une vidéo c'est une vidéo qui doit durer à peu près 3 minutes pour me parler du sujet. Voilà, je vais parler comme si c'était mon assistant et à partir de là, je vais lancer la demande. Donc très bien, bonne idée, plan d'introduction sur le handicap et l'accessibilité, une introduction générale, c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'activité, qu'est-ce que le handicap, la vie quotidienne avec le handicap, l'introduction à l'accessibilité, conclusion, le petit questionnaire sur le handicap et l'accessibilité, c'est quoi les principaux objectifs, avec 4 possibilités. La réponse attendue, c'est la réponse B, etc., etc. Et puis là, il m'a fait ma vidéo sur le handicap, dans lequel il m'a dit, on fait une introduction de 30 secondes pour présenter le sujet, les types de handicap en 1 minute, des exemples d'accessibilité en 1 minute, et une petite conclusion en 30 secondes. Voilà. Après, je peux, dans la mesure où j'ai initié cet échange avec l'intelligence artificielle, je peux lui demander d'aller un peu plus loin. Donc je vais lui dire par exemple, est-ce que par rapport à la question qu'est-ce que le handicap, tu peux davantage développer les différentes formes de handicap existants? Et donc là, il va regarder, il va me donner les types de handicap, physique, sensoriel, mental et cognitif, psychique, handicap invisible, handicap neurologique. Voilà. Donc, grâce en fait à ça, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin dans ma question, il avait déjà le contexte, et donc il va compléter par rapport au contexte dans lequel il est, compléter l'information. Alors là, on est vraiment sur un mode dans lequel, bien entendu, on est simplement en train d'aller rechercher ou d'aller générer du contenu. Donc ça peut aider, bien entendu, quelqu'un qui aurait un certain nombre de difficultés à utiliser un moteur de recherche, à faire une synthèse d'informations, etc., etc. Et puis ça peut permettre de ne pas partir simplement d'une feuille blanche. Et donc tout simplement, grâce à cette intelligence artificielle, on peut avoir un certain nombre de scénarios comme cela. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples. Imaginons par exemple, je vais demander, alors attendez, qu'est-ce que je vais faire comme exemple? Je vais aller ici. Je vais lui demander par exemple de me décrire une image. Voilà. Je vais revenir sur l'écran qui est ici. Je vais démarrer une nouvelle conversation et donc là, imaginons qu'on ait un apprenant qui a des difficultés visuelles et qui a du mal finalement à identifier une image. Donc je vais charger cette image. Je vais aller choisir par exemple une image sur mon ordinateur et puis je vais simplement lui dire « Peux-tu me décrire cette image ?» Donc là, il part analyser l'image et puis il va me faire un retour. L'image montre une réunion d'affaires se déroulant dans une salle de conférence moderne. 5 personnes sont physiquement présentes. On voit 4 personnes, mais ici on voit un petit bras et une jambe qui dépassent. Dans une grande table ovale, chacune avec un ordinateur portable ou un carnet, une personne se tient debout et pointe vers un tableau blanc numérique affichant une présentation. De plus, il y a une configuration de vidéoconférence avec plusieurs participants visibles sur un grand écran monté au mur. La salle a de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle et l'ensemble de l'environnement semble professionnel et collaboratif. Cette image illustre un setup de réunion hybride combinant à la fois des participants en personne et virtuels, de plus en plus commun dans les lieux de travail modernes. Voyez. Donc si je vous avais demandé vous-même de faire cette description, vous auriez probablement fait une description moins précise que celle qui est fournie ici. Alors, on va encore démarrer ça, et puis je vais vous montrer quelques autres exemples intéressants. Je vais prendre par exemple une phrase qui contient un certain nombre de chiffres. Donc, je vais demander en fait à Copilot de transformer le texte en question en tableau. Donc, je vais lui dire, peux-tu me transformer le texte suivant sous forme de tableau ? Et là, je vais mettre entre guillemets le texte. Alors, pour pouvoir le mettre correctement, je vais simplement passer par le bloc-notes pour faire un copier-coller uniquement du texte. Voilà. Et je vais lancer ma demande.
Donc la demande en question, c'est en 2020, la société Contoso a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions. En 2021, il a augmenté de 1 million. En 2022, il a atteint 18 millions, etc., etc. Et donc là, il m'a transformé ce texte sous forme de tableau. Donc d'un point de vue compréhension de l'information, là où pour une personne qui aurait un handicap cognitif, ça serait peut-être complexe à maîtriser, il va pouvoir très très facilement obtenir ça sous forme de tableau, éventuellement faire un copier-coller du résultat dans un fichier Excel pour analyser le tableau. Voilà. Ça, c'est des exemples qui vont forcément être très intéressants pour des situations de handicap. Une autre chose, imaginons, alors je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, imaginons je suis en train d'écrire et puis je vais faire plein de fautes d'orthographe. Et je voudrais, je vais mettre n'importe quoi, je voudrais écrire correctement. Voilà. Donc là, j'ai une phrase avec plein de fautes d'orthographe. Je peux très bien prendre cette phrase, alors je vais la récupérer ici, et je voudrais par exemple que l'intelligence artificielle soit capable à la fois de me corriger la phrase, mais aussi m'expliquer les erreurs que j'ai pu faire. Peux-tu corriger la phrase suivante et pour chaque erreur me préciser la règle de grammaire ou d'orthographe pour laquelle il y aurait cette erreur? Et donc là, je vais lui mettre entre crochets la phrase en question, j'envoie l'information, bien sûr, phrase corrigée, je suis en train d'écrire, je voudrais écrire correctement. Il faut rajouter un S, la conjugaison du verbe être à la première personne du singulier au présent est je suis. En train, ça s'écrit pas correctement. Écrit, la règle à l'infinitif, écrire s'écrit avec un accent sur le E, etc., etc. Et donc, vous voyez, ça permet peut-être d'accompagner quelqu'un qui serait dysorthographe, par exemple, donc qui ferait des fautes d'orthographe, et il faudrait l'aider à corriger son texte. Donc il y a énormément de possibilités en fait qui sont offertes dans ces modèles. Alors, pour revenir un petit peu sur la présentation, on a vu quelques démonstrations. Donc l'objectif de Copilote, c'est à la fois de pouvoir poser comme ça ces questions et donc de répondre aux questions de l'utilisateur. Mais les questions là, celles que j'ai posées jusqu'à présent, c'est des questions qui finalement ne nécessitaient pas d'avoir d'autres informations que les informations soit que je fournis, soit qui sont présentes sur Internet. Quand j'ai demandé de me faire des choses sur le handicap, il a été regardé sur le contenu indexé sur le web, comme l'aurait fait un chat GPT. Ce que va permettre Copilote en plus de cette indexation, c'est aussi de pouvoir indexer tout le contenu de ce qui existe dans Microsoft 365. Ça veut dire quoi? Ses mails, ses documents, ses conversations, etc. Et puis on a un certain nombre d'assistants qui sont intégrés. Alors je vais vous faire quelques petites démonstrations de tout ça. Donc je vais par exemple aller ouvrir Copilote. Alors là je suis dans l'application Teams. Donc là je suis dans Copilote. Mais cette fois-ci je suis dans Copilote sur la partie travail. Donc ça veut dire que là il faut que je dispose d'une licence pour pouvoir l'utiliser. Alors qu'est-ce que je peux faire avec Copilote en mode travail? Je peux aller récupérer des informations dans mes mails, dans mes rendez-vous, etc. Donc je vais pouvoir par exemple lui dire, est-ce que tu peux aller me faire un tableau avec l'ensemble des réunions auxquelles j'ai participé entre le 1er décembre 2024 et le 13 décembre 2024. Donc, globalement, pour pouvoir faire ce travail, là, je ne pourrais pas du tout le faire avec du chat GPT. Il faut absolument que je puisse avoir accès à mon agenda, à mes mails, enfin aux informations qui sont dans mon environnement. Donc, on va attendre qu'il est un petit peu avancé. Alors, j'aurais pu lui demander quelque chose d'un peu plus simple en termes de longueur, parce que là il va chercher énormément d'informations, puisque entre le premier et aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses.
Alors j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Je vais faire quelque chose de plus simple pour lui parce que je pense que il s'est interrompu au milieu. Peux-tu me faire un tableau avec l'ensemble des réunions que j'ai fait entre le 1er décembre 2024 et le 13 décembre 2024? Voilà, je relance ma requête. Habituellement, c'est assez rapide. Il a dû y avoir une petite erreur juste avant. C'est l'effet des mots. Bon, pour éviter qu'il mette trop de temps, je vais lui demander de me créer un tableau sur une durée plus lente. Peux-tu me faire un tableau de mes réunions entre le 1er décembre 2024 et le 5 décembre 2024? Voilà. Voilà, donc là, il a été le générer beaucoup plus vite. Je pense que c'est parce que effectivement, dans la mesure où je vais donner énormément, enfin, j'ai beaucoup de réunions dans mon agenda, donc le temps qu'il aille récupérer toutes les informations, c'était un peu long. Donc là, vous voyez, là, c'est les réunions que j'ai pu faire avec qui est l'organisateur, qui sont les participants, pour pouvoir, voilà, me permettre directement d'accéder à certaines informations directement dans ce tableau. Ou je pourrais lui dire, peux-tu me dire quels sont les mails auxquels il faut absolument que j'ai répondu d'ici ce soir? Donc là, ce qui est intéressant dans ce type de questions, c'est que on a toujours une charge cognitive. Donc à un moment donné, si on ne s'appuie pas sur son environnement de mail, etc., en fait, on garde en tête énormément de choses à faire. Alors que là, finalement, on peut dire à Copilote, est-ce que tu peux m'aider à m'organiser? Donc quelqu'un qui est dysexécutif ou quelqu'un qui a vraiment des troubles de l'attention, qui a certaines difficultés cognitives, va pouvoir se dire, bah, de toute façon, je dispose d'un outil d'intelligence artificielle pour m'aider à trouver de l'information. Alors je vais vous faire des petites démonstrations qui sont aussi assez intéressantes. Je vais aller créer une présentation. Et puis ici, je vais lui dire, est-ce que tu peux créer une présentation sur la base du document suivant? Et donc là, je vais lui donner comme document, alors j'ai un certain nombre de documents, je crois que j'avais un plan, voilà, j'ai un plan de formation sur une formation pour les PME, ma PME numérique. Donc je vais lui demander de me transformer un document Word en présentation PowerPoint. Ça, pour un certain nombre de personnes qui auraient des difficultés de motricité ou qui auraient des difficultés visuelles, ça peut être assez complexe à faire. Donc, il est en train de travailler le plan. Je vais cliquer sur le bouton Créer des diapositives. Et donc, à partir de là, il va reprendre le document Word. Il va finalement créer les diapositives en termes de structuration, en termes de titre. Il va aller chercher aussi du contenu. Et ensuite, il va me générer la présentation, donc le résultat, sous la forme d'une présentation PowerPoint. Donc on attend un petit peu, là il est en train d'ajouter les titres aux diapositives, ensuite il va commencer à créer du contenu, et puis ensuite il va enregistrer la présentation, enfin il va la sauvegarder et me donner la main. Donc là, c'est la présentation que j'ai générée. Donc les points à discuter, handicap et PME, passer à l'action, sensibilisation et recrutement, les modules de formation, descriptif du cours, les reconnaissances, l'adaptation, les bénéfices du recrutement, les objectifs, etc. etc. Donc comme vous voyez, en fait, il m'a pris mon document et il me l'a vraiment transformé en présentation PowerPoint avec des images, etc. etc. Donc forcément, je vais peut-être pas prendre le résultat pour argent comptant, je vais aller regarder les slides, peut-être les modifier, peut-être les compléter, les supprimer si je trouve qu'il y en a trop, mais ça me permet finalement d'automatiser tout un tas de choses qui me prendraient énormément de temps ou qui, de par mon handicap, m'empêcheraient finalement de faire l'action. Alors on va revenir sur la présentation. Donc vous voyez, l'objectif finalement de ces solutions, c'est vraiment à la fois d'accompagner les difficultés possibles des utilisateurs, des apprenants,
donc de tous les alternants, voire même d'accompagner les enseignants dans la production de leurs cours. Moi, je donne des cours, par exemple, dans des masters. Quand je donne des cours, avant d'aller en cours, j'essaye de me préparer. Et donc, je vais utiliser de l'intelligence artificielle pour éventuellement m'assurer qu'il y a des sujets que je n'ai pas oubliés. Donc, je vais poser des questions comme si c'était un assistant. Alors, il y a des choses assez intéressantes aussi qu'on peut avoir comme scénario. On peut demander à l'intelligence artificielle, on peut lui demander d'incarner un personnage. Donc, par exemple, celui que j'aime bien faire, tu es Jules César et tu vas me répondre comme ce personnage historique. Donc je lance le prompt, donc là je lui ai mis un contexte, il me répond très bien, citoyen romain, moi Jules César te répondrai avec toute la grandeur et l'autorité de l'empereur, etc., etc. Et donc là je peux lui dire, peut-on parler ensemble de stratégie militaire pendant l'ensemble de tes batailles? Ah, les stratégies, donc là il va me sortir les différentes batailles, les stratégies, tout un tas d'informations relatives à ça. Et puis, peux-tu me raconter une de tes journées? D'accord, imagine-toi une journée type, l'aube, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, avec voilà, toutes les informations relatives à ce qui se passe en fait dans sa vie, entre guillemets. Donc vous le voyez, c'est intéressant Philippe, puisque oui, excuse-moi, j'ai juste une petite question pour pouvoir répondre à un monsieur qui nous demande. Là, on est bien d'accord que tu es bien sur la version accessible à tous, qui est gratuite de Copilot. Oui, pour la cette partie travail. version-là, cette version-là, c'est la version gratuite, celle qui est dans le navigateur, c'est la Ouais. version gratuite. Celle qui est payante, c'est celle qui est à l'intérieur des outils. Donc, je suis dans PowerPoint, j'ai ici un bouton Copilot, donc ça nécessite d'avoir une licence. Ouais. Ou alors, je suis dans Teams et là, je suis en mode travail. Là, ça nécessite évidemment d'avoir une licence parce que ça utilise des données qui Oui, sont des documents, des mails, l'agenda, enfin tout ce que je manipule dans mon environnement Microsoft 365. Mais d'accord. sur la version copilot.microsoft.com qui est là, on est vraiment en mode gratuit. Voilà, Exactement. donc tout ce qui permet, bah, du coup, si on se met dans les baskets des CFA qui nous regardent, Oui, effectivement, tout ce qui permet d'aider à créer du contenu pédagogique ou bien à proposer des solutions à des alternants en situation de handicap qui auraient besoin vraiment de pallier des situations dans lesquelles ils rencontrent des difficultés. Là, on est bien sur des outils gratuits qui permettent de venir en soutien dans une logique d'inclusion. exactement. Alors, je présente les deux parce qu'en fait, on peut se retrouver dans des situations où l'alternant arrive dans une entreprise et ils disposent tous de la version payante de Copilot. Et donc là, par exemple, si je prends certains clients, chez Total Energy, par exemple, ils ont déployé massivement Copilot auprès de leurs collaborateurs. Et donc là, si on est alternant et qu'on rentre dans cette structure, on peut non seulement utiliser la version gratuite, mais on peut aussi utiliser la version payante. C'est pour ça que j'aime bien le citer. Euh, alors, on peut aussi, du coup, si on regarde les quelques derniers scénarios, je vais prendre un outil, enfin, je vais prendre un texte. Alors, je prends un texte du Petit Prince, c'est assez, c'est juste pour la démonstration, puisque je travaille dans l'éducation aussi. Si je prends ce texte, je peux aussi demander à Copilot de m'aider à comprendre le texte. Donc en tant qu'apprenant, en tant qu'alternant, je peux très bien dire bah tiens, est-ce que j'aimerais bien être sûr que tel cours, tel sujet, il l'a bien maîtrisé, et donc je vais demander finalement à Copilot de m'accompagner pour être certain que l'alternant il a bien compris. Donc je vais lui dire par exemple je suis enseignant en CFA et j'aimerais être certain que finalement l'apprenant qui est avec moi a bien compris le texte suivant. Donc là, je vais lui mettre le texte. Pardon, voilà, c'est ce texte-là, ok. Et puis je vais lui dire, pour cela, j'aimerais que tu poses 3 questions de compréhension sur ce texte. Attends après chaque question que j'ai répondu et
en fonction de ma réponse, indique-moi si c'est juste ou si c'est faux, et éventuellement complète la réponse euh, en fonction voilà, du résultat. Bon, je vais enlever la fin. Complète la réponse. Voilà. Donc ça me va bien. Donc là, je lance, pardon, excusez-moi, avec la dictée, ça masque. Donc je lance la demande. D'accord, commençons avec la première question de compréhension. Pourquoi la vie du renard est-elle monotone avant de rencontrer le petit prince? Les hommes chassent le renard chasse les hommes, mais il n'a pas d'amis. Voilà, donc là, sur la base du texte, je fais une réponse et me dit ok, la réponse est sur la bonne voie. Permets-moi de compléter. La vie du renard est monotone parce qu'il chasse les poules, il est chassé, sa vie est du coup répétitive et ennuyeuse. Que signifie apprivoiser selon le renard? Apprivoiser, c'est se faire des amis. Voilà, donc là, on peut vraiment être en mode interaction avec l'intelligence artificielle. Alors là, je l'ai mis sur un texte, mais ça pourrait être voilà, sur un document de compréhension. Je sais pas, il peut y avoir énormément de choses. Ou alors, imaginons par exemple que l'alternant, la personne a trouvé une alternance et il a besoin de découvrir une société. Je suis alternant et je vais rentrer très prochainement chez Microsoft France. J'aimerais avoir un peu d'informations sur l'historique de cette société, l'organisation, qui est la directrice de l'entreprise. Est-ce que je peux connaître également l'ensemble des produits qui sont vendus par cette société? Donc là, je vais lancer la demande. Et donc là, historique, ça a été fondé le 4 avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen depuis sa création. On a l'organisation, la présidente, les produits qui sont vendus avec les différentes gammes. Et puis après, ben, en fonction évidemment de là où je vais me retrouver en tant qu'alternant, je vais pouvoir continuer à poser des questions. Voilà, donc on est vraiment sur ce mode-là. Alors Philippe, je me fais la gardienne du temps. Oui, tout à fait. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette introduction. Est-ce que du coup tu veux nous livrer encore quelques dernières infos avant qu'on passe au sondage de clôture? Oui, alors je veux juste donner un certain nombre d'alertes. C'est Ouais. pas des outils magiques. L'intelligence artificielle peut aider. C'est pour ça qu'on l'a créée. Comme on a créé une calculatrice pour simplifier finalement les gens qui ont du calcul à faire, c'est un copilote, c'est un assistant, c'est pas un pilote automatique. Et ça, c'est vrai aussi de ChatGPT. Il faut bien entendu que l'interface puisse être accessible, hein. Il faut que les utilisateurs, les apprenants puissent l'utiliser. Donc on tient compte aussi de tout ça dans la manipulation de l'environnement. Et puis on a vu tout un tas de scénarios inclusifs. Donc je les ai faits en démonstration, mais vous pourrez récupérer le support sur lequel on a repris tout un tas finalement de situations de handicap, et pour chaque situation de handicap, on a mis quelques scénarios intéressants. Voilà. Et je vais arrêter là effectivement la présentation pour éventuellement répondre à quelques questions. Merci beaucoup Philippe, c'est vraiment intéressant d'avoir mis en lumière toutes ces infos pour pouvoir contribuer à améliorer l'inclusion pour les alternants en situation de handicap notamment, et puis aider aussi les CFA à améliorer leur quotidien. Je pense que ça donne une bonne première intro. Du coup, petite question avant de garder le chat. On a pu répondre dans le chat à certaines questions qui étaient venues, notamment une que j'ai pu te partager. On a une question, puisqu'on approche de la fin, à vous partager, un dernier sondage. Par rapport justement aux perspectives qui pourraient être les nôtres par la suite. Est-ce que de futurs webinaires pour avancer sur cette thématique vous intéressent? Donc là, on est vraiment sur une introduction, et l'idée ce serait dans une logique pratico-pratique, on a pu le faire jusque-là, peut-être voir vos situations concrètes. Est-ce qu'au quotidien vous les utilisez, nous partager vos utilisations, venir en discuter comme ça en webinaire thématique d'1 heure toujours. Donc est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que c'est bon, vous avez eu un bon aperçu et ça vous suffit? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on a pas mal de votes qui arrivent. Pour l'instant, le oui l'emporte. Allez-y, je regarde le chat parallèlement.
Hop. Voilà, il y a Philippe qui prend justement la main sur le chat et qui vous répond. Alors voilà, on a déjà pas mal de répondants. On est sur un oui, hein, du coup, on n'a pas de non, donc bonne nouvelle, hein. Donc on retient on retient ce vote. Merci pour le partage, Gaël. Du coup, euh, on retient votre intérêt pour la thématique. On va voir comment avancer ensemble. On vous l'a dit, la saison 2, CF Atlas, hein, c'est multiformat. C'est webinaire thématique, on en a eu une première intro. Le prochain webinaire, on va vous inclure dedans. Donc l'idée, ce sera de peut-être interagir avec un CFA qui utilise tout ça au quotidien et d'avoir un retour d'expérience et de creuser un petit peu ces scénarios inclusifs qui sont hautement intéressants pour l'accessibilité générale de nos alternants et puis pour faire ce pont justement entre l'apprentissage et l'entreprise. C'est fondamental. Et des émissions, des capsules techniques à venir. Donc restez connectés. Chantal vous a repartagé dans le chat le lien. Alors si je m'abuse pour la newsletter pour s'inscrire. Non, pour la communauté, effectivement. Et ouais. Je vais remettre le lien pour le handicap. Ouais. Voilà, très bien. Donc n'hésitez pas. Le support de ce webinaire est disponible en téléchargement. Vous allez aussi le recevoir après le webinaire. Comme l'a dit Philippe, il vous a fait un certain nombre de démonstrations pour rendre plus vivant du coup cette présentation et vous aurez trace du coup des scénarios qui ont été proposés dans le support, ils sont dedans, donc ça vous permettra de retrouver justement les possibilités que vous avez pour adapter les formations pour les alternants en situation de handicap. Donc, vous avez été très nombreux aujourd'hui à avoir de l'intérêt pour la thématique. On vous remercie très vivement. Un très grand merci aussi à Philippe qui a donné son temps pour du coup nous faire cette introduction. Et puis, au plaisir de vous retrouver tous bientôt pour explorer encore les possibilités offertes par l'intelligence artificielle et au bénéfice de l'inclusion, bien sûr, et toujours. Tout à fait. Ouais. Très bon après-midi. Très bon après-midi, bon week-end et puis de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Philippe, merci Caroline pour cette animation. Avec plaisir Chantal, et puis on va remercier aussi les vélotypistes et puis voilà, tout à fait. Un grand merci à eux. Merci à tous. Bon après-midi. Merci, à bientôt.